Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. La problématique et son historique. Jadis, les littérateurs haïtiens célébraient la langue française comme étant la voie nécessaire, indispensable, à la complétude existentielle parce qu'ils en avaient assez d'être peints comme des primitifs sortis tout droit des jungles de l'Afrique arriérée. Pour contrer une telle perception de leur valeur, des écrivains haïtiens allaient jusqu'à l'absurde dans leur glorification de la langue et culture française. Par exemple Jean-Baptiste Chenet qui écrivait en 1846 « Si le Dieu qui m'entend dans l'espace caché vient un jour à parler à l'homme son image, il parlera français, c'est bien là son langage. » Fidèle à cet état d'âme, Georges Sylvain a-t-il pu dire en 1901 dans son manifeste « Notice sur la poésie haïtienne » que celle-ci est une branche détachée du vieux tronc gaulois. Il implorait ses compatriotes à ne pas abandonner la langue française car autrement, ils seront perdus dans la masse des Noirs asservis d'Amérique. Il concluait, catégorique, « Plus nous saurons préserver notre culture française, plus nous aurons de chances de garder notre physionomie d'Haïtien. » En 1905, c'est le tour du sol d'écrire dans la revue Haïti littéraire et sociale. La littérature haïtienne ne peut et ne saurait être qu'un dérivé du grand courant français. Car notre langue est française sont nos mœurs, nos coutumes, nos idées, qu'on le veuille ou non, française est notre âme. Il faut certes placer ces sentiments dans le contexte de l'héritage culturel du régime colonial qui, un siècle plus tôt, avait tout simplement refusé aux esclaves l'instruction parce que, selon M. Fénelon, gouverneur de la Martinique, 1764, elle est subversive et capable de donner aux nègres une ouverture qui peut les conduire à d'autres connaissances, à une espèce de raisonnement. Il faut mener les nègres comme des bêtes et les laisser dans l'ignorance la plus coempellette. Or, les envolées idylliques des écrivains francofolâtres et leur appropriation de la culture de l'ancien maître comme garant du prestige civilisateur, n'ont jamais été bien vues par celui-ci. En fait, la bourgeoisie française de France considérait la littérature d'expression française d'outre-mer comme une littérature mineure, une miséricordieuse singerie. Plus tard, en 1915, après leur occupation d'Haïti, les États-Unis ridiculiseront ces négros prétentieux qui parlaient la langue de Voltaire. Cependant, la tradition francophone d'Haïti a continué. De l'acte de l'indépendance jusqu'au texte du programme politique du gouvernement Lavala, de Louis Boiron-Tonnerre à Jean Métellus, en passant par Jean-Baptiste Chenet, Jules Soline-Milcent, Juste Chanlatte, Tertullien Guilbeault, Hetzer Villers et les indigénistes, le français est considéré comme le parler privilégié d'une classe bourgeoise et d'une élite intellectuelle d'autant plus dédaigneuse du parler et de la culture créole des masses qu'elles s'enorgueillissent d'être des noirs d'âme et de culture française. Même les écrivains les plus progressistes, si on accepte quelques notables contemporains comme Félix Morisseau-Leroy, Franck Fouché, Claude Innocent, Nono Numa, Franck Essienne, Émile Célestin Mégy, Cito Cavé, Jean-Claude Martineau, Carrier-Poltre, Paul Larac, Deïta, Merced Guillard, Boris Jean-Baptiste, Michel-Ange Hippolyte, Jean Amorce Dugé, Patrick Sylvain, Berthony Dupont, Max Maniga, Nounou, Emmanuel Eugène, etc. utilisent le français comme si le créole n'existait pas, performant une sorte de gymnastique répressive mentale qui le bouscule de leur appréhension. Ainsi, par exemple, Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis et René Depestre, les trois plus grands des grands, qui ont écrit chacun une très admirable œuvre sous les thèmes de la libération socio-politique et culturelle d'Haïti, sans se rendre compte que la libération ne saurait être totale si elle n'inclut la valorisation de la langue créole au même titre que la culture ancestrale africaine dont ils se font les chantres, et qu'ils estiment d'être à juste titre l'affirmation de l'authenticité identitaire des Haïtiens. À vrai dire, ces auteurs appréhendaient dans l'essentiel la problématique du créole et son possible aboutissement libérationnel dans le futur, mais malheureusement, à la fois leur formation idéologique, que leur marxisme n'a pas effleuré sur ce plan-là, et le contexte intellectuel et historique de l'époque contenaient leurs idéaux dans une sorte de fatalisme déterministe où ils attendaient l'avènement du grand soir révolutionnaire qui viendrait imposer ces idéaux comme par enchantement. Christian Beaulieu par exemple, fondateur avec Roumain du Parti communiste haïtien, avait encouragé dès les années 30 la voie de l'écriture créole en écrivant en créole tout un traité sur l'alphabétisation créole. Mais malheureusement, on ignorait ces appels. Il fallait attendre les années 50 et Morisseau-Leroy pour voir un effort sérieux vers l'écriture créole.
En 1985, Anthony Phelps rapportait dans les pages d'Haïti Progrès que Franck Essienne lui a un jour confié que quand il a quelque chose du profond de son âme à exprimer, il ne peut le faire qu'en français. Je n'ai pas pu vérifier la véracité de l'assertion de Phelps, qui a sans nul doute sa propre mauvaise conscience sur sa non-production créole. De toute façon, que Franck Essienne ait proféré de tels propos ou pas, il a à mes yeux grandement expié la faute pour être l'un des rares écrivains haïtiens à défendre assidûment l'héritage culturel du peuple, y compris la langue créole dans laquelle il a écrit et traduit plusieurs œuvres, dont le roman Deux Affiers, la pièce de théâtre Pélin-Tête, deux chefs-d'œuvre créoles. Au juste, ce genre de pensée est un syndrome commun, partagé par la quasi-totalité des écrivains haïtiens, y compris ceux-là même qui défendent le créole mais qui ne le trouvent pas assez complexe pour exprimer les choses sérieuses et profondes. Traité pour longtemps comme un vulgaire patois, qui n'avait tout simplement pas droit à la majesté de l'écriture, aujourd'hui encore, même après sa codification grammaticale et son officialisation constitutionnelle, l'usage quotidien, éducatif et écriturel du créole reste confiné dans une sorte de ghetto culturel, en périphérie de la centralité gallique et anglophone, cela malgré le fait que le créole soit le principal médium de communication de l'écrasante majorité de la population haïtienne. Dans la symbolique du rapport de pouvoir entre le créole et le français, le créole est comme le zombie qui fait tout le travail du champ, produit de la richesse, confère aux bocaux prestige et respect, mais n'a pas droit de cité ni de représentation dans les affaires du lacou. De fait, dans l'univers du vaudou haïtien, le zombie parle un langage tronqué, extrêmement nasillé et difficilement compréhensible, qui est clairement inférieur au langage courant. Tout comme le zombie, on utilise le créole comme source clandestine de profit. Et quand on sait que l'état de zombification est délibérément déterminé et exploité par les intérêts bien conscients des zombificateurs, on comprend aussi pourquoi la lutte pour la libération culturelle est un élément crucial de la lutte de la libération en général. La créolité comme matière première. Dans son essai critique, La littérature haïtienne, Maximilien Laroche a analysé en profondeur ce qu'il appelle la diglossie des écrivains haïtiens qui utilisent l'écriture française pour exprimer leurs pensées créoles, le créole étant utilisé comme une sorte de matière brute du français. Laroche place cette tendance à partir de l'occupation états-unienne en 1915, mais il situe son origine en janvier 1804, après que le discours en créole de Dessalines fut suivi par celui, en français, de Boiron-Tonnerre. Pour Laroche, ce petit geste, d'apparence anodine, avait pourtant constitué une déviation qui sera cruciale, car elle renonçait à prolonger la rupture que voulait Dessalines en changeant le nom français de Saint-Domingue en celui d'Haïti. L'assassinat de Dessalines en 1806, ce véritable coup d'État réactionnaire de la bourgeoisie naissante haïtienne, francophoniste jusqu'au haut, viendra exacerber la domination de la francité en réprimant à tout bout de champ les cultures dites inférieures et imposant le supposé universalisme de la lingua franca comme le verbe de l'ordre naturel, le parler du processus inaltérable et irréversible de la civilisation. Grâce à un continuel harcèlement de la conscience critique, cette absurdité de l'entendement a duré aujourd'hui encore. Au juste, comme le rappelle Laroche, Jean Price Mars lui-même, le père de l'indigénisme, n'avait pas vu de contradiction entre sa dénonciation du bovarisme collectif des Haïtiens et son emploi et défense de la langue française pour exprimer son état d'âme africano-haïtien. Certes, Price Mars croyait à la possibilité d'une littérature haïtienne en deux langues, mais, dit Laroche, tout en réhabilitant la part africaine de l'âme nationale, l'oncle ne va pas jusqu'à réclamer une indépendance radicale de la culture haïtienne par rapport à celle de la France. Il a cité Price Mars protestant de sa fidélité à la langue française, se défendant, s'adressant aux grands clercs français, que nous sommes, de ce côté-ci de l'Atlantique, les héritiers des traditions et de la civilisation d'un grand pays et d'un grand peuple, donc, redevables envers la France et envers le monde de ce patrimoine spirituel. L'indigénisme, ce grand mouvement de redéfinition et d'affirmation de l'identité haïtienne dans les lettres et les arts, a été en réalité une grande déception, voire une mystification, en ce qui concerne l'usage écriturel du créole. On a crédité l'indigénisme, et plus tard la négritude, d'avoir conféré à la créolité le droit de représentation dans la grande littérature. On cite généralement pour cela le roman de Jacques Roumain, Gouverneur de la Rosée,
comme le prototype de cet effort. Écrit dans un français parsemé d'images créoles qui réussit apparemment une synthèse entre les deux langues sur la forme, le roman est acclamé comme un chef-d'œuvre de la littérature. Son humanisme, son réalisme et son romantisme révolutionnaire l'ont fait classer parmi les grandes œuvres de la littérature universelle. Cependant, il y a un problème sur le fond. Le problème, c'est que le syncrétisme créole français opéré par Roumain s'insère, comme l'a si bien dit Maximilien Laroche, dans le cadre de l'énonciation du discours dominant pour ensuite essayer d'y faire entendre le discours dominé. 8. Il y a aussi un autre problème, celui-là chez les imitateurs de Roumain, qui n'avaient pas son génie, poussant son syncrétisme jusqu'à la bâtardisation des deux langues. Pour cela, nous condamnons le syncrétisme créole français, non parce qu'il n'est pas capable de produire des chefs-d'œuvre pour la littérature haïtienne, mais parce que, à toute fin pratique, il favorise le français, la langue dominante, dans le rapport de force. Car loin d'aider à créer des œuvres sérieuses dans la langue créole, il ne fera en fin de compte que pérenniser sa condition subalterne, se servant d'elle comme une simple matière première dans la production des grandes œuvres francophones. Aussi, le mouvement vers la production d'œuvres uniquement en créole qui commença dans les années 50 est-il non pas l'aboutissement de l'indigénisme, comme le voit erronément Laroche, mais la rupture avec l'indigénisme, et par extension, la négritude. Négritude ou francitude colorée ? Dans sa préface à la deuxième édition 1947 du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, André Breton a complimenté celui-ci comme un noir qui manie la langue française comme il n'est pas aujourd'hui un blanc pour la manier. Un noir, poursuivait-il, qui nous guide aujourd'hui dans l'inexploré. Qualifiant le poème de plus grand monument lyrique de notre temps, Breton plaçait la poésie de Césaire parmi la poésie authentique, belle comme l'oxygène naissant neuf. À première vue, il n'y a pas de problème dans l'hommage de Breton à Césaire. En fait, c'était une grande générosité de la part de Breton d'avoir baissé le chapeau devant un poète martiniquais jusque-là inconnu du grand public éduqué français. Il l'avait fait avant, en 1946, pour Magloire Saint-Aude, qu'il considérait comme le plus grand surréaliste hors de France. Cependant, à déconstruire les implications tiques des compliments de Breton, l'inégalité du rapport de pouvoir entre le complimenteur et le complimenté devient évidente, particulièrement dans L', accent sur le langage posé par Breton, et aussi dans le fait que Breton était un grand littérateur français célébré par la France, donc gardien, malgré lui sans doute, du temple de la francité universelle. Aussi, sachant que la mise sur piédestal de Césaire par Breton a été accomplie dans un moment historique où la francité avait déjà plusieurs siècles d'existence comme idéologie culturelle dominante, qui la présentait comme l'étendard référentiel universel des modes de valeur et de référence qui ignorait tout bonnement la langue créole de la majorité des Martiniquais, on peut logiquement déduire que l'élévation de Césaire comme le principal génie de la langue française ne fut pas nécessairement un avantage pour la cause de L', affirmation identitaire que défendait Césaire. Relisant en 1998 le cahier d'un retour au pays natal, je réalisais que ce texte est complètement incompréhensible à tout lecteur, francophone ou non, qui ne connaissent les subtilités et les mots non ordinaires de la langue française. Exemple entre autres. Nous chantons les fleurs vénéneuses éclatant dans des prairies furibondes, les ciels d'amour coupés d'embolies, les matins épileptiques, le blanc embrasement des sables abyssaux, les descentes d'épaves dans les nuits foudroyées d'odeurs fauves. Bien que Césaire fût assez lucide et sincère pour avouer qu'il ne s'adressait pas aux masses des Martiniquais dominés par le néocolonialisme français, mais au grand clerc de la magistrature de l'intelligentsia française, ses anciens condisciples de l'école normale supérieure, il ne pouvait s'empêcher de se considérer comme le porte-parole des Martiniquais. Ô vous qui vous bouchez les oreilles, c'est à vous, c'est pour vous que je parle, pour vous qui écartellerez demain jusqu'aux larmes la paix paissante de vos sourires.
René Depestre, son contemporain et alter ego, a poursuivi pratiquement le même parcours et partagé les mêmes traits que Césaire. Marxiste tiers-mondiste, maniement génial de la langue française, et aussi mépris quasi total du créole écrit. Les grands poèmes et écrits qui lui ont rendu célèbre Minerai noir, Gerbe de sang, Un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien, Poète à Cuba, Alléluia pour une femme jardin, etc., sont autant de chefs-d'œuvre qui embellissent et enrichissent la langue française. Tout comme Césaire, Depestre reconnaît que son lecteur et interlocuteur privilégié est l'autre, l'ennemi putatif, le racoleur de sa destinée. Il plaint ses compatriotes avec des larmes émouvantes. Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné, comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde, mûrit ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. Dans le poème Nostalgie, Depestre va plus loin dans la prise de conscience, bien qu'il n'en tire pas toute la conclusion, de la contradiction ontologique entre sa condition en tant que progéniture d'un peuple exilé de lui-même, dévalisé, même dans l'usage de sa langue, et sa vocation d'écrivain francophone. Depuis 15 ans ou depuis des siècles, je me lève sans pouvoir parler la langue de mon peuple, sans le bonjour de ses dieux païens, sans le goût de son pain de manioc, sans l'odeur de son café du petit matin, je me réveille loin de mes racines, loin de mon enfance, loin de ma propre vie. Comment dès lors et Césaire et Depestre, pour n'en interpeller que ces deux-là, ont-ils pu négliger à longueur de leurs œuvres la question apparemment fondamentale de la domination langagière du colonialisme? Langage compris ici non en tant qu'expression abstraite que les clercs citent entre eux, mais en tant que moyen quotidien de communication, donc d'appréhension du réel? Pourquoi Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, Jean Brière, Magloire Séaude, René Depestre ou René Bélance n'avaient-ils pas écrit aussi un créole? Ils ne pouvaient pas ignorer qu'il y avait une tradition d'écrivains courageux comme Coriolan Ardouin, Oswald Durand, Émile Naud, Eugène de Lespinasse, Massillon Coicou, etc., qui écrivaient à la foisonne créole et en français, bien qu'avec d'inégales proportions. Dans Orphée noir, un texte qui pourtant célèbre les poètes de choc de la négritude, Jean-Paul Sartre a touché, malheureusement en passant, la contradiction fondamentale des écrivains francophones progressistes des Antilles et d'Afrique qui utilisent le français pour présenter un projet de libération de la conscience. Cependant, dit Sartre, l'oppresseur est présent jusque dans la langue qu'il parle, et que par cela il s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Il est là toujours jusque dans les conciliabules les plus secrets. Naturellement, dans le cas des écrivains de la négritude, ils croyaient utiliser la langue française pour la détruire ou la défranciser, mais c'est encore là ce que Sartre appelle des choses-trappes, puisque l'usage de la langue est déjà l'usage de l'appareil à penser de l'ennemi. Les mots blancs boivent leur pensée comme le sable boit le vent. En n'ayant pas contesté la suprématie du français comme l'unique expression écriturelle du parler haïtien, ces écrivains avaient fait justement cela, internaliser l'appareil à penser du colonialisme, et accepter de fait comme allant de soi, la superstructure mystificatrice de la bourgeoisie haïtienne. Éloge de la créolité. Les écrivains contemporains des autres pays créoles de l'archipel des Caraïbes, particulièrement de la Guadeloupe et de la Martinique, revendiquent leur créolité avec une grande fierté. Dans un manifeste, Éloge de la créolité, écrit collectivement par Jean Bernadet, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, ils définissent celle-ci comme un regard neuf qui enlèverait notre naturel du secondaire ou de la périphérie afin de le replacer au centre de nous-mêmes, parce que la francisation nous a forcés à l'autodénigrement, l'eau commun décolonisé. Sachant que leurs valeurs d'homme ont été dévaluées par ce que Frantz Fanon appelle « le regard de l'autre », ils se mettent dans la reconquête de cet être frappé d'extériorité. Les auteurs dénoncent les poètes qui s'enivraient en dérive bucolique, enchantés de muses grecques, fignolant les larmes d'encre d'un amour non partagé pour des Vénus olympiennes. Ils déplorent leur internalisation de ce regard, voyant de leur être ce qu'envoyait la France à travers ses prêtres voyageurs, ses chroniqueurs, ses peintres ou poètes de passage, ou par ses grands touristes. Ils plaident pour la légitimation du créole en tant que véhicule originel de notre moi profond, de notre inconscient collectif, de notre génie populaire, dont la répression par l'hégémonisme monolingue français a été une véritable amputation culturelle, une ruine linguistique, un suicide collectif,
car chaque fois qu'une mère croyant favoriser l'acquisition de la langue française a refoulé le créole dans la gorge d'un enfant, cela n'a été en fait qu'un coup porté à l'imagination de ce dernier, un envoi en déportation de sa créativité. Il croit que la créolité dessine l'espoir d'un premier regroupement possible au sein de l'archipel caraïbéen, celui des peuples créolophones d'Haïti, de Martinique, de Sainte-Lucie, de Dominique, de Guadeloupe et de Guyane. Ils appellent finalement pour une stratégie de réinstallation de nos peuples au sein de cette culture créole, miraculeusement forgée au cours de 3 siècles d'humiliation et d'exploitation. L'éloge de la créolité est un texte important pour la base théorique de notre argumentation ici, parce qu'il part de la prémisse que la soi-disant francité de l'antillais, l'haïtien, le martiniquais et le guadeloupéen en particulier, est une aliénation, une forme de perdition, de déport culturel d'un colonisé dénudé de lui-même, fondamentalement frappé d'extériorité. Cependant, le texte pèche par ambiguïté sur plusieurs autres points importants de la problématique. Par exemple, à part la très nette position que les auteurs prennent pour l'écriture de la langue créole, il n'est par contre pas clair s'ils entendent aussi par la revendication de la créolité l'adoption d'une écriture diglottique, mi-français mi-créole ou en association complexe, en incrustation avec le français, comme le préconise la théorie de l'interlangue ou l'interlect, qui avance que les deux langues s'enrichissent mutuellement dans leur relation symbiotique. Or, comme nous l'avançons plus haut, nous croyons que ce genre d'inter-échange ne favorise que la langue dominante et ne fera que perpétuer la situation d'inégalité où le créole est servi comme accessoire ou comme simple matériau brut pour le français. De plus, fonder la créolité sur les thèses d'Édouard Glissant sur la créolisation, et attribuer la paternité du renouveau de la créolité dans les Antilles à la négritude césarienne, accusant ceux-là qui critiquent Césaire pour son absence de production dans l'écriture créole de Roland Oedipien, c'est faire preuve d'un manque de pertinence. L'argument nous sommes en parfait accord avec Bernabé, Chamoiseau et Confiant quand il revendique usage de la langue française comme une acquisition historique capturée dans le sang et 1000 péripéties, mais nous trouvons leur équation de la complexité fondamentale du créole avec le frottement ou l'interlangue avec le français, comme un peu aveugle, et en contradiction avec leur propre énoncé, quand ils avertissent plus loin contre le vieux syndrome de colonisé, qui craint de n'être que celui-même dévalorisé, tout en étant honteux de vouloir être ce qu'est son maître. Les auteurs de l'éloge de la créolité, tout comme en cela Maximilien Laroche, ont fait un bel étalage de la problématique et lancent un très méritoire appel pour une pratique consciente de l'écriture créole, mais ils ont négligé ce que nous appellerions la contradiction ontologique, dans le rapport entre le français et le créole du fait que ce rapport est vécu, historiquement, comme un rapport dominant-dominé. La dialectisation des deux langues, que semblent préconiser ces auteurs, sera toujours faussée due à cette réalité. Il faut aussi reconnaître que contrairement à l'héritage écriturel de l'indigénisme et de la négritude, la nouvelle détermination, consciente et délibérée, des écrivains antillais à écrire systématiquement en créole est un bon révolutionnaire qui rompt avec 300 ans de pratique où l'écriture du créole a été réprimée, reléguée comme simple document ethnographique. C'est donc une rupture avec le passé, pas un aboutissement. Les vrais pères de la créolité, s'il faut revendiquer le bien fondé caraïbéen africain de ce vocable, ce ne sont ni Roumain, ni De Pestre, ni Césaire ou Glissant. Ils sont ces écrivains courageux, de part et d'autre des Antilles, comme Gilbert Gratian, Moncoaqui, Joby Bernabé, Thérèse Léotin, Félix Morisseau-Leroy, Georges Castera, Jean-Claude Martineau, Daniel Boukman, les auteurs de l'éloge de la créolité eux-mêmes, etc., qui écrivent en créole en dépit des découragements dans l'atmosphère intellectuelle nébuleuse générée par L'. Idéologie dominante. La critique afrocentrique d'Ama Mazama. S'agissant de l'ambiguïté des thèses avancées par les auteurs de l'éloge de la créolité, la critique d'Ama Mazama, Marie-Josée Sérol, linguiste, auteur de l'ouvrage Initiation au créole guadeloupéen, est ici très pertinente. Selon Mazama, malgré ses aspirations et propositions pour un retour sur soi, l'éloge de la créolité ne fait en fait que perpétuer la tyrannie conceptuelle de l'eurocentrisme qu'il prétend dénoncer, puisqu'il accepte les présuppositions paradigmatiques de ce dernier. Mazama croit que la créolité, telle qu'elle est préconisée par Bernabé, Chamoiseau et Confiant, n'est qu'un aimable pot-pourri intellectuel de postmodernisme et de rationalisme à l'occidental,
qui nous livre à un rêve mal rêvé de libération. Mazama critique tout particulièrement les notions occidentales de progrès, de sous-développement, de modernité et d'évolution, acceptées par ses auteurs sans aucune réserve critique. Or, dit Mazama, la notion de progrès comme évolution linéaire progressive de l'histoire est fondamentalement différente de la conception cyclique du temps qu'ont les Africains. Déplorant l'adoption par les auteurs de l'éloge de la créolité de ce qu'elle appelle les postulats socio-anthropologiques du colonialisme, qui font perdurer le double mécanisme de réduction et de conversion instauré par les Occidentaux afin d'occuper l'espace mental de ceux qu'ils cherchent à dominer et exploiter, Mazama dénonce l'ouvrage comme à la limite, une insulte pour l'intégrité et la souffrance de millions d'individus. Mazama reconnaît tout d'abord la légitimité du problème posé par l'éloge de la créolité, qui est, dit-elle, le problème de l'élaboration de l'intérieur d'une nouvelle identité caraïbéenne. Elle semble même admirer l'insurrection des auteurs contre la prétention occidentale à l'universalité, c'est-à-dire à puiser dans l'expérience européenne les critères à partir desquels mesurer l'humanité. Elle cite un passage de l'éloge où les auteurs déplorent la condition terrible de l'antillais de percevoir son architecture intérieure, son monde, les instants de séjour, ses valeurs propres, avec le regard de l'autre. Mais Mazama refuse d'être dupé par tant d'enjolivements. Son verdict est rapide, non équivoque, tranché. Les prémices ontologiques et discursives des auteurs discréditent leur vœu pour une identité authentique de l'antillais, car loin de proposer une alternative viable au discours occidental sur l'autre, loin de nous en éjecter ainsi que promis, Bernabé, Chamoiseau et Confiant ne font que renforcer ce discours dans ses pires aspects. En effet, la polarité hiérarchisée, arbitraire, inventée par le colonialisme, entre le sauvage et le civilisé, entre l'arriéré et l'éduqué, entre l'occidental et l'oriental, entre le francisé et le créolisé, etc., génère chez le colonisé des complexes autodépréciatifs et des réflexes d'auto-endiguement qui font pression sur lui pour s'adapter. Comme le dit Mazama, de sauvage, il nous faut devenir civilisé, d'arriéré et primitif, il nous faut devenir moderne, de sous-développé, il nous faut devenir développé, etc. Autant de pièges paradigmatiques qui confinent les aspirations du colonisé dans l'étroite jaquette conceptuelle que lui assigne le colonialisme. Une autre prémisse de la nébuleuse créolité dénoncée par Mazama, c'est ce qu'elle nomme les théories de la déficience et de l'innovation. La première stipule que les esclaves africains auraient laissé leur culture en Afrique, ou encore, comme le dit Glissant avec son panache habituel, la véritable genèse des peuples de la Caraïbe, c'est le ventre du bateau négrier et c'est l'antre de la plantation. Tandis que autre théorie, inspirée par la théorie pédogénétique de Derek Bickerton, privilégie non la déficience du manque mais la construction dans le vide, la virginité enchanteresse. Poursuit Mazama, selon la deuxième de ses thèses, la culture afro-américaine serait une culture fondamentalement originale, issue de création en milieu américain. Elle relève que ces deux théories, d'apparence dissemblables, sont en fait similaires, dans la mesure où toutes les deux postulent que la culture ancestrale des Africains n'a joué qu'un rôle mineur dans le développement de la culture afro-américaine. Un autre mythe dénoncé par Mazama, c'est la prétendue séparation des Africains de même origine, qui, dit-elle, pour en être répandue, cette idée n'en est pas moins fort contestable. Elle cite le Code noir de 1685 qui interdit toute union ou promiscuité entre blancs et noirs, et l'habitude des colons qui se rend régulièrement à la métropole, y envoyant leurs enfants à l'école, se fréquentant et maintenant leurs propres traditions culturelles, etc. Citant certaines études socio-historiques et certains témoignages de l'époque, dont ceux de Père Labatte 1742, et de Poyen de Sainte-Marie 1792, Mazama y a relevé une toute autre réalité. En fait, observe-t-elle, il semble bien que les planteurs européens tenaient à préserver des communautés africaines particulières car cela allait dans le sens de leurs intérêts. De toute façon, étant donné les composites démographiques et linguistiques, les modalités de vie, les différenciations sociales, les logistiques structurelles et les antagonismes de toutes sortes qui prévalaient dans les colonies caraïbéennes, il est inconcevable que les colons puissent effectivement séparer les esclaves africains les uns des autres. S'agissant du cas haïtien en particulier, la révolte des esclaves pouvait germer, s'organiser et éventuellement réussir,
parce qu'il y avait une multitude de regroupements et de réseaux de contacts, clandestins et ouverts, qui la soutenaient des décades durant. De plus, comme l'a justement souligné Mazama concernant la résilience de la religion africaine en Guadeloupe et en Martinique, le mode de transmission orale des croyances vaudou, qui reste essentiellement africaine tant dans la configuration du panthéon constituant que dans le rite, nécessitait des contacts physiques assidus dans le temps et l'espace. Le mode, les conditions et les nécessités de production même dans les plantations rendaient impératifs des contacts serrés et continus parmi les esclaves. Cela dit, le mythe de la séparation nous paraît bien suspect. Il semble n'avoir d'autre justification que de soutenir l'idéologie eurocentrique qui fait remonter à une genèse adamo-caucasienne, la lignée anthropo-historique des nations et cultures. Il faut aussi remarquer la très vocale hostilité que rencontre l'éloge de la créolité, pour ce qui concerne le rôle subalterne qu'il réserve aux femmes dans la formulation de l'identité créole. Dans son essai, The Gendering of Créolité, paru dans Penser la créolité, James Arnold accuse l'éloge de promouvoir un érotisme colonialiste basé sur le modèle du désir agressif hétérosexuel. Arnold y dénonce plus particulièrement, reprenant les critiques de Maryse Condé quant à sa masculinisation, les métaphores et assignations sexualisées où le mâle alpha, en termes de comportement des primates, est l'européen ou éventuellement le blanc américain, tandis que le colonisé est invariablement conceptualisé comme féminin, donc soumis, dispensateur de plaisir, accommodant et finalement baisé. Le créole, langue ou solfège de chansonnier ? En 1998, soit en pleine floraison de la linguistique moderne, c'est le tour de Jean Metellus, neurologue et écrivain haïtien francophone, de déclarer dans une citation reportée par le journal haïtisant Marche du 11 mars 1998, qu'avec le créole on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire de la physique, on ne peut pas faire de la chimie, on ne peut pas faire des mathématiques, ni la médecine, ni la biologie. Je pense qu'avec le créole il faut faire des poèmes. Comme lui a si bien rétorqué le poète créoliste Michel-Ange Hippolyte dans une réponse le critiquant, le verbe de commandement falloir employé dans l'assertion témoigne d'une volonté délibérée et arbitraire d'assigner et de maintenir l'usage du créole dans une fonction préétablie jugée subalterne. Cette idée de Metellus du créole haïtien est impardonnable de la part d'un écrivain de notre époque qui a accès presque partout où il va, aux recherches linguistiques courantes qui démontrent que la faculté d'accumulation, d'assimilation et de transmission de la connaissance est intrinsèque à toutes les langues humaines. J'ai écrit en janvier 1996, dans la revue Tambou, un essai d'introduction en créole des œuvres de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Il ne m'était pas difficile de traduire la prémisse centrale de l'existentialisme sartrin, à savoir que l'existence précède l'essence par la formule créole existant 20 en vent aisant, c'est-à-dire condition pratique la vie yon moun 20 en vent si position caractère idéal, prédétermine nati moun la haine. On peut élaborer sur cette idée pour dire que experians la vie oun moun fom caractère moun la haine, ou bien encore, calvé chimène la vie moun tabli caractère l'esprit moun la haine. Dans tous les cas, la thèse sartrienne que la pratique empirique de la vie détermine et façonne l'esprit, le caractère ou l'essence fondamentale de l'individu est rendu aisément dans le créole haïtien, indépendamment toutefois de la véracité logique de la thèse sartrienne. Selon Idi Jawar Hakim, un poète musicien et éducateur haïtien, la théorie de la physique des quanta peut être expliquée en créole en utilisant le phénomène-concept vaudou dit de Doubleman où un même individu peut se trouver dans deux localités différentes. C'est tout de même bien bizarre que de telles thèses puissent être si ouvertement prononcées dans un moment où elles sont consensuellement réfutées et discréditées par les linguistes sérieux. En effet, le débat et les recherches linguistiques d'aujourd'hui sur la structure cognitive du cerveau humain ont déjà établi et reconnu la compétence, c'est-à-dire la capacité fondamentale, de tout langage humain, qu'on le dénomme langue, dialecte ou patois, à assimiler, inventer, interpréter, expliquer et communiquer la connaissance. La compétence provient d'un ensemble de règles fondamentales et universelles de la faculté du langage, qui orientent l'appréhension cognitive de l'individu le plus inculte, ou de l'enfant le moins développé, et qui semblent provenues de la matrice biologique des humains.
Si le plus développé des autres animaux n'arrive pas à développer jusqu'ici le minimum élémentaire de la faculté du langage, par contre n'importe enfant humain, mâle ou femelle, peut parler, dans sa plus ultime sophistication, n'importe quelle langue du monde. Après avoir démontré que les langues humaines partagent une même grammaire universelle, provenant de la matrice biologique du système cognitif humain, Noam Chomsky, un professeur influent à l'Institut technologique du Massachusetts, MIT, a déploré la hiérarchie qu'on a imposée entre langues et dialectes. Dans l'usage familier, nous disons que l'allemand est une langue, ainsi que le hollandais, mais quelques dialectes allemands sont plus proches des dialectes hollandais que d'autres plus éloignés dialectes allemands. Nous disons que le chinois est une langue ayant beaucoup de dialectes et que le français, l'italien, l'espagnol sont des langues différentes. Or, la diversité des dialectes chinois entre eux est plus ou moins comparable à celle des langues romanes entre elles. Un linguiste qui ne connaisse rien des frontières politiques ou des institutions ne distinguerait pas entre langue et dialecte, comme nous faisons dans le discours ordinaire. Récusant à la fois la linguistique traditionnelle, des linguistes comme Leonard Bloomfield, et les thèses behavioristes des psychologues Burrus Frédéric Skinner et Jean Piaget, qui plaçaient le langage et toute la faculté cognitive de l'humain dans un vague état mental, sans propriété spécifique, et qui privilégiaient les facteurs empiriques de l'acquisition du langage aux dépens de sa structure interne, Noam Chomsky et beaucoup d'autres chercheurs de la linguistique moderne comme Eric Lenberg, Howard Lasnik, Lila Gletman, Maria Rita Manzini, etc., ont au contraire cherché à identifier et établir les propriétés spécifiques du langage en relation à la fois au système biologique humain et aux stimulations de l'environnement. Réexaminant les notions structurales avancées par Ferdinand de Saussure, et utilisant une méthodologie analytique sur le mode investigateur de la science naturelle, et assumant que le cerveau est modulaire dans sa structure, Chomsky a pour ainsi dire redécouvert ce que Louis Althusser appellerait le continent biologique du langage humain. Chomsky a montré que cet état mental, même s'il est stimulé pour une grande part par les actions de l'environnement, provient en fait de la structure biologique, régissant pour ainsi dire les règles grammaticales à l'avance. Si on définit la connaissance en termes de relation entre l'état mental et sa structure, l'action verbale ne fait que mettre en évidence la possession innée de la connaissance, comme par exemple l'activité électrique du cerveau. 27. Or, dit Chomsky, cette structure est commune, intrinsèque et spécifique à tout le genre humain. Autrement dit, à moins qu'on ne reconnaisse l'humanité et la capacité langagière de certains groupes de personnes, la grammaire de la parole de tous les hommes et femmes et races du monde est universelle. Pour reprendre une analogie cliché dans le jargon des linguistes, étant donné cette similarité structurelle des langues humaines, le martien qui visite la Terre croirait que nous parlons tous la même langue. Naturellement, on peut s'étonner qu'une théorie qui met en relief la prédisposition innée et le fondement biologique de la faculté langagière puisse être révolutionnaire, surtout quand on sait que les doctrines racistes postulent précisément un soi-disant fondement génétique de l'intelligence pour justifier leur infériorisation de certains groupes humains. Les linguistes eux-mêmes trouvent cette association bien intrigante, dans la mesure que, dans le cas du langage, la compétence génétique et innée de la faculté d'acquisition indique plutôt une universalité qui réfute justement les doctrines linguistiques proto-racistes qui privilégient la hiérarchisation des langues, justifiant ainsi la relation de domination entre une langue et une autre. Et si on comprend qu'une grande part du fondement théorique de la culture colonialiste est dérivée de la hiérarchie arbitraire instaurée entre les multiples langues et cultures humaines, on comprend combien sont révolutionnaires les recherches de la linguistique générative qui démontrent tout simplement que les langues humaines sont pratiquement identiques dans leur structure de base. Cette grammaire universelle, appelée aussi générative, est un élément du génotype qui oriente l'effet de l'expérience dans une grammaire particulière constituant le système de maturité de la connaissance d'une langue, un stade relativement complet achevé à un certain point dans une vie normale. Elle joue aussi le rôle d'une métalangue qui fait fonctionner l'acquisition phrastique et conceptuelle, régulant un unique mode d'assimilation et de dissémination de la connaissance qui rend toutes les langues du monde pratiquement identiques. Bref, une mère qui donne à manger à son nourrisson, vue comme à la fois concept, action et définition, signifiait la même chose dans tout langage humain, et si on demande à la mère ce qu'elle est en train de faire, elle répondra « Je donne à manger à mon enfant ». Chomsky subdivise la propriété langagière dite compétence,
entre, d'une part, la compétence grammaticale, qui est l'état cognitif incluant tous les aspects de la forme et de la signification et leurs relations, y compris les structures sous-jacentes qui entrent dans cette relation, lesquelles sont proprement assignées au subsystème spécifique du cerveau humain qui relie les représentations de la forme et de la signification, et de l'autre part la compétence pragmatique qui est l'usage de l'apostrophe habilité à utiliser de telles connaissances de la forme et de la signification ensemble avec le système conceptuel pour atteindre certaines fins. Chomsky croit qu'une personne peut en principe avoir une complète compétence grammaticale sans la compétence pragmatique, c'est-à-dire l'inaptitude à utiliser une langue convenablement bien que sa syntaxe et sa sémantique soient intactes. Il cite l'analogie qu'a donnée Asa Kacher du policier qui connaît la syntaxe des signes du trafic, feu rouge et vert et leurs séquences, etc., et leur sémantique, rouge signifie arrêter, etc., mais qui n'a pas la connaissance sur comment les utiliser pour diriger le trafic. Si la compétence est la partie interne de la faculté du langage, langage I, l'autre propriété que Chomsky lui attribue est la performance, la partie externe du langage, langage E, soit l'usage actuel du langage dans des situations concrètes et qui est fortement influencé par l'instruction et les stimuli de l'environnement, le processus d'acquisition, learning, est pratiquement mieux compris comme la croissance des structures cognitives dans une direction intérieurement dirigée mais déclenchée et partiellement façonnée par l'apostrophe. Effet de l'environnement. Les humains parlent différentes langues qui reflètent les différences dans leur environnement verbal. En un sens comme on le voit dans la situation du créole. La performance est donc fonction des limitations de fait imposées au langage par l'ordre politique et culturel ambiant. La langue comme outil de domination. On sait que la géométrie de la navigation a pris naissance dans la langue et culture chinoise. Les Égyptiens et les Arabes ont inventé l'arithmétique moderne originalement dans leur langue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.